Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue. Ça rigole beaucoup. Philippe Bilger est avec nous. Françoise de Gouet est avec nous. Madi Saïdi est avec nous. Si vous saviez ce qu'on raconte, nous, c'est ce qui est dingue. Conseillère en communication d'influence. Et je rappelle ce livre, auteur de La France venue d'ailleurs, publié chez Stock. Tout de suite, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. 6,2%, c'est celui de l'inflation pour l'année 2022. Et pour les produits alimentaires, la hausse des prix est bien supérieure, plus 12%. Il ne doit pas y avoir et il n'y aura pas de mars rouge. L'État, il protège nos compatriotes contre l'inflation. Le panier anti-inflation que le gouvernement souhaite mettre en place. Une petite cinquantaine de produits du quotidien qui correspondraient aux besoins d'une famille avec enfants. Parmi lesquels des fruits et légumes, de la viande, du poisson, des produits d'hygiène, des produits frais, de l'épicerie et des surgelés. Moi, je leur propose de faire une action collective, ensemble, à partir du mois de mars, pour 3 mois, pour pouvoir avoir une action sur une cinquantaine de produits, collectivement et concomitamment, pour que les gens puissent aussi se repérer, avoir une balise dans ces prix à la consommation. Le pouvoir d'achat, le panier anti-inflation a-t-il la solution? Pour l'instant, vous dites non à 93%. 0826 300 300 avec la hausse des prix jusqu'à 20% dans les supermarchés. Pour le mois de mars, le gouvernement a promis de casser le prix quotidien. Le ministre délégué au commerce, Olivia Grégoire, a proposé la mise en place d'un panier anti-inflation, une musique en tout cas, ou une mesure qui fait pas du tout l'unanimité, Philippe. Non, absolument. Les enseignes rejettent d'ailleurs cette idée, disant faire déjà beaucoup de promotions avec les prix bloqués, les remises de cartes de fidélité et les rayons anti-gaspi. Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, critique aussi cette mesure du gouvernement et propose plutôt un chèque alimentaire pour soutenir les foyers les plus modestes. Alors pour vous, l'inflation, vous n'en pouvez plus. Il faut ce panier anti-inflation où vous dites que c'est une mesure qui est de la poudre de perlimpinpin. On vous attend au 0826 300 300. Avec nous pour en débattre, Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès, auteur de Les entrepreneuses de légende, qui parle d'entrepreneuses très très connues, Oprah Winfrey, Estée Lauder, etc. Et un livre beaucoup plus drôle, Apprenons l'économie avec Michel Audiard, avec des citations d'Audiard, et ça mérite d'être lu. Bienvenue. Merci, bienvenue. Philippe Bilger, sur ce panier anti-inflation, est-ce la solution selon vous? Alors, à partir du moment, encore une fois, où je ne peux pas émettre un avis péremptoire là-dessus, sinon constater de manière claire, éclatante, que c'est vrai que le panier alimentaire a terriblement augmenté. Ouais. J'ai des expériences personnelles qui me le démontrent. J'aurais tendance, mais encore une fois de manière très superficielle, à être plutôt du côté de Christiane Lambert. Il me semble que c'est peut-être plus efficace d'aider les ménages les plus modestes, quitte à faire durer cette aide, que le panier anti-inflation. Mais sans certitude. Oui, Françoise de Gouet. Si on avait bloqué les prix alimentaires, on n'en serait pas là. Je rappelle, quand évidemment la gauche a proposé cela, et que bien sûr ça a été retoqué et par Marine Le Pen et par la majorité relative actuelle, et la droite bien sûr, on n'en serait peut-être pas là. Et la gauche avait proposé ça, il n'y avait rien d'insultant. Raymond Barre l'a fait en son temps en 76 avec le plan Barre. Donc je veux dire que le panier anti-inflation, ça fait longtemps qu'Olivia Grégoire en parle. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans en réalité. On voit bien que sur le plan commercial, la grande distribution essaie de bloquer elle-même ses propres prix. Vous avez un certain nombre d'enseignes sans prix bloqué, etc. Les négociations commerciales, elles sont toujours terribles chaque année, mais cette année, elles sont encore pires. Elles se sont achevées le 28, avant-hier. Elles ont été terribles parce que chacun accuse, c'est habituel, mais encore plus l'autre de piller l'autre en réalité. Et là, on peut entendre le discours des grandes surfaces qui disent à la fin, nous on peut pas répercuter ce que vous nous demandez comme effort à cause du prix, l'augmentation du prix des matières premières, les industriels et les agriculteurs. Donc il faut presque, j'ai envie de dire, une ingérence de l'État qui soit autre chose que les déclarations au petit bonheur la chance de Bruno Le Maire. Il n'y aura pas de Mars rouge, bien sûr qu'il va y avoir un Mars rouge, il va y avoir un Mars rouge social qui va converger avec un Mars rouge de l'inflation. Donc ça sert à rien ces mots, il faut agir, et il n'y a aucune action du gouvernement. Madi Saïdi. Alors je ne sais pas si ça sera efficace, en tout cas c'est une amorce de solution. Mais je pense qu'effectivement, on a toujours le même problème, le gouvernement qui refile la responsabilité évidemment aux grandes enseignes,
Et ce panier, en tout cas, il est attendu. On en entend parler. Je ne sais pas si vraiment il sera efficace. Je ne sais même pas s'il va intervenir. Mais pour moi, c'est encore une solution. C'est un peu un trompe-l'œil pour dire on vous donne ça en attendant et ça réglera pas le problème. Et pour combien de temps, surtout. Donc, je pense que c'est une amorce de solution. Je suis pas sûr qu'elle soit viable. Sylvain Bersinger, vous êtes économiste chez Asterès, on a cité vos 2 derniers livres. Selon le PDG de Système U, Dominique Schelcher, les négociations achevées avant-hier devraient se traduire par une inflation de 10% au premier semestre 2023. 10%, c'est énorme, c'est le retour aux années 70 ? Alors oui, je ne sais pas s'il parle de l'inflation dans son ensemble ou que de l'inflation alimentaire ou de certaines parties. Je pense l'ensemble, parce que l'inflation alimentaire elle est plus élevée. Oui, l'inflation globale. Non, ça j'y crois pas trop. Là, on était à 6,2 donc en février, donc les prix de février 2023 par rapport à février 2022. Mon sentiment, mais quand on fait ce genre de pronostic, on se trompe à peu près tout le temps, c'est qu'on a atteint le pic. Je pense qu'on va vers une baisse de l'inflation, ce qui ne veut pas dire une baisse des prix. Baisse de l'inflation, c'est une baisse du rythme auquel augmentent les prix. À mon avis, février a été un pic. Je pense que l'inflation, je ne dis pas les prix, l'inflation va baisser progressivement tout au long de 2023. À quel rythme, évidemment, j'en sais rien. Parce qu'il faut bien voir une chose, c'est un peu technique, un peu jargonneux, c'est ce qu'on appelle un effet de base. C'est-à-dire que l'an dernier, les prix ont commencé à flamber, notamment l'énergie, en mars 2023, après la guerre en Ukraine. Et donc, ce qu'on appelle l'effet de base, ça veut dire qu'à partir de... en mars 2022, je crois que je me suis trompé sur l'année. À partir de mars 2023, quand on va comparer l'inflation par rapport à mars 2022, on va la comparer par rapport à un mois qui aura déjà augmenté. Donc si on parle en termes de chiffre d'inflation, je pense que le rythme de l'inflation, que l'inflation va baisser. Ce qui ne veut pas dire que les prix vont baisser. J'ai une question, bien sûr, on a tous bien compris cela, mais en même temps c'est une subtilité qui échappe complètement à l'opinion, parce que c'est tout à fait normal qu'il y ait une baisse de la hausse des impôts. Ça, je me souviens des grands cours de Pierre Moscovici, on ne comprenait rien. Pourtant c'est manquant, mais alors là vraiment, c'était aussi en figurique qu'Olivier Véran ce matin sur sa déclaration sur les grèves. Ou hier. Ouais. Bon. Mais en réalité, restons sur l'alimentation, le produit de grande consommation. J'écoutais un économiste hier, je lisais des papiers qui disaient que, en fait, au global, on peut même, il y a certains produits, le sucre a déjà fait un jump de 50%, mais il y a des produits de base qui pourraient avoir augmenté à la fin de l'année de 25%. Comment, vous, en tant qu'économiste, on sait très bien qu'il y a une spéculation aussi sur les commodities, les matières premières, mais il y a le prix, mais il y a aussi la spéculation. Comment vous, économiste, vous dites, on arrête ça? Quelle est votre solution à vous, justement? C'est ça qui m'intéresse. Sylvain Bersinger. Des solutions toutes faites, j'en ai pas. Pourquoi l'alimentation flambe? La raison principale, c'est la flambée du prix de l'énergie. Il faut bien voir que l'alimentation, il y a le prix des matières premières, du blé, etc. Mais l'alimentaire, c'est très énergétique, c'est très énergivore. Les engrais, le four pour le boulanger, les frigos pour le supermarché, etc. Donc, pourquoi l'alimentation flambe? Pour une raison assez simple, c'est parce que l'énergie a flambé en 2022. Alors là, elle a baissé, le prix du gaz et l'électricité ont reflué, mais cette flambée inflationniste, elle s'explique par la flambée inflationniste sur l'énergie a entraîné la flambée inflationniste sur l'alimentation. Oui, mais est-ce que les baisses vont être répercutées? C'est ça la question. C'est une vraie question. Tout le monde a bien compris que c'est ça. Tout le monde, n'importe qui a compris que c'est à cause de la hausse de l'énergie essentiellement. Comment on fait pour permettre de soulager, selon vous, à la base les gens? Je rebondis. Donc sur l'inflation en tant que telle, j'ai pas de baguette magique, personne n'en a. On est importateur net d'énergie, c'est parce que on ne produit pas de gaz ou de pétrole en France, on est obligé de l'importer. Les cours mondiaux ont flambé pour des raisons qui ne sont totalement indépendantes de nos volontés ou de celles du gouvernement. On est preneur de prix sur le prix de l'énergie. Donc après, bien sûr, il faut investir à long terme pour que on ait moins besoin d'importer d'énergie, pour qu'on produise plus d'électricité, pour que fasse la transition énergétique, etc. Mais il faut bien voir que dans la situation actuelle, il n'y a pas de baguette magique. Moi, je me méfie beaucoup des gens qui ont des baguettes magiques et qui disent on va bloquer les prix et tout sera réglé. Ça ne marche pas. La Hongrie a essayé de le faire. La Hongrie l'a fait en 2022, ça n'a absolument pas marché. En 76, ça a marché. Alors peut-être en 62. Mais bien sûr, la situation n'était pas la même. Il n'y avait pas de marché unique européen, etc. La Hongrie, en fait, Cécile, vous avez répondu de manière anticipée à la question que je voulais vous poser. Quelle était la cause de cette inflation? Vous l'avez très bien dit. Donc l'Ukraine a quelque chose à voir là-dedans. Bien sûr. Alors tout de même. Mais pas que. Je pense que quand Michel-Édouard Leclerc dit l'Ukraine a bon dos, je pense qu'il a aussi raison. Alors, vous pensez que l'Ukraine a bon dos, ou vous pensez que... C'est Michel-Édouard Leclerc qui le dit. Comme l'a dit Michel-Édouard Leclerc, vous dites que non, c'est uniquement l'Ukraine. Appelez-nous au 0826 300 300, on vous attend.
Allez-y, pardon. Alors, je pense que la guerre en Ukraine et les conséquences sur l'approvisionnement en gaz, etc., sont une explication. L'inflation avait commencé à bourgeonner avant la guerre en Ukraine. Puisqu'en sortie de crise Covid, on avait une reprise économique très forte. Il y avait des tensions sur les chaînes de valeur. Le prix du fret était envolé. Maintenant, il est retombé à ses niveaux de 2019. On est revenu grosso modo au niveau d'avant-crise. Donc l'inflation avait commencé avant la guerre en Ukraine, avait commencé à bourgeonner. Il faut voir qu'entre le moment où les prix de l'énergie augmentent et le moment où ça se répercute sur les prix en rayon dans les supermarchés, il y a plusieurs trimestres. Parce qu'il y a tout un tas de contrats qui sont fixés, qui ne sont pas renégociés tous les jours, parce qu'il faut que le temps que cette hausse de prix se répercute sur l'ensemble de la valeur. Et ça marche aussi à la baisse. Là, les prix de l'énergie ont beaucoup baissé à l'automne 2022. Le temps que ça commence à se voir dans les prix... Voilà. Alors, à la pompe, ça va plus vite. Mais dans les prix, dans les supermarchés, les biens, les services, ça prend plusieurs trimestres, un an, parfois un peu plus. Donc, cette inflation avait commencé avant la guerre en Ukraine. Évidemment, la guerre en Ukraine, la flambée du prix du gaz notamment et d'électricité qui en dépend, ont effectivement et évidemment été un deuxième choc inflationniste. Mais pour le panier anti-inflation, Françoise, est-il la solution? On a Serge en ligne, 0826 300 300. Serge, vous voulez réagir? Bonsoir Serge. Oui, bonsoir. Je voulais demander à monsieur Sylvain Versinger si l'euro ne s'est pas un peu déprécié. C'est-à-dire qu'en plus, on a une monnaie faible peut-être, non ? Et comme on paye nos matières premières en dollars, en particulier le pétrole, la question de Serge est très intéressante. Par exemple. Oui, alors je suis à moitié d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, sur 2022, l'euro s'est déprécié par rapport au dollar. Et l'auditeur a raison, on paye le pétrole en dollars. Et donc, quand l'euro se déprécie, la facture pétrolière se renchérit. Cela dit, depuis quelques mois, l'euro s'est plutôt réapprécié face au dollar. Donc ce mécanisme marche un petit peu moins. Mais sur 2022, cet effet change a joué négativement. Alors c'est pas gigantesque, mais effectivement ça a joué. Mais depuis quelques mois, ça s'est arrêté, voire ça allait dans l'autre sens. Donc il faut nuancer. On a quand même une monnaie solide. Je sais bien qu'il est de bon ton de taper sur l'euro, mais d'une certaine manière, heureusement que nous avons l'euro, entre guillemets, en tout cas dans le bon sens. Moi j'ai vraiment la question, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes économiste, vous êtes spécialiste de la spécialité. Selon vous... Spécialiste de la spécialité, c'est pas mal. Nous cherchons... Mais non, mais tout le monde cherche des solutions. Vous dites, j'ai pas de baguette magique. Mais aujourd'hui, face au désarroi, franchement, je faisais le marché, un kilo de poire à 5,99 €. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on est sérieux, franchement? Moi, je pense que, en fait, je suis d'accord avec ce que vous disiez. C'est-à-dire, le gouvernement doit effectivement agir. Il y a bien sûr des Français modestes qui n'arrivent plus à remplir leur caddie, mais je pense que les aides doivent être ciblées. Je suis très, très sceptique des aides globales de type on va baisser la TVA, parce que tout le monde en profite, même les plus aisés. Même ceux qui n'en ont pas forcément besoin. Oui, mais ça coûte très cher à l'État. Ce qu'il faut voir, c'est que l'État n'a pas des ressources illimitées. Si vous mettez des aides pour tout le monde, baisser la TVA, c'est mettre des aides pour tout le monde, même pour les entreprises, parce qu'elles ne répercutent pas l'intégralité des baisses de prix. Et il faut bien voir qu'on a aussi un problème budgétaire. Là, le déficit public est de 5% du PIB, c'est quand même élevé. On ne peut pas durablement... Surtout après le quoi qu'il en coûte. Surtout après le quoi qu'il en coûte. Si c'est pour faire des accrochetis et des chèques de 100 €, ça sert à rien. Alors ça peut être des chèques de 200 ou 300 €. Je dis pas. Rien, les chèques de 100 € pour une famille de 4 personnes, ça. Alors ça soulage une semaine, on est d'accord, Cécile. Mais je pense qu'il faut aller sur des aides ciblées aux ménages qui sont réellement en difficulté. Les aides globales, vous aidez absolument tout le monde, ça coûte très cher à l'État. Et il y a plein de gens qui sont des cadres supérieurs, chefs d'entreprise, qui peuvent très bien payer un peu plus cher. Vous parlez du prix du kilo de poire, qui peuvent le payer un peu plus cher. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de profiteurs? Parce que quand on parle Françoise, mais de ces poires à presque 6 kilos 6 € le kilo, il y a des profiteurs, on est d'accord. De crise, c'est évident quand même. Il y a toujours ce terme, qu'est-ce qu'on entend par profiteur de crise? Des gens qui utilisent le climat pour augmenter. Des restaurateurs font ça. En réalité, on va récupérer aussi le Covid. Il est anormal aujourd'hui qu'à Paris, vous payez dans beaucoup de restaurants votre entrecôte à 32 €. C'est pas vrai que c'est à cause de la guerre en Ukraine. Je pense que ce qu'il faut essayer de faire pour voir ça, c'est de regarder les marges des entreprises globalement. Alors effectivement, il y a des entreprises dans l'énergie qui ont gagné beaucoup d'argent avec la flambée des prix de l'énergie. Ça, je le nie absoluement pas. Ah ben c'est bien. Si on regarde... Vous n'êtes pas pour la redistribution, vous, bien sûr. Alors, attendez, ça c'est un autre sujet. François, on a une minute. On va prendre chacun des sujets. Si on regarde les marges moyennes des entreprises, elles ne sont pas envolées.
et même elles ont plutôt légèrement baissé. Après, on pourrait aller dans les détails, mais globalement, elles ne se sont pas envolées. Donc dire que massivement les entreprises ont envolé leurs prix pour envoler leurs marges, quand on regarde les chiffres nationaux de comptabilité nationale, ça ne se voit pas. Mais on dit pas ça, personne dit ça, mais évidemment que Total a envolé ses prix. Absolument, j'espère dire quelque chose. Je voulais dire qu'effectivement, pour moi, je pense qu'il vaut mieux aider les gens qui sont vraiment dans le besoin. Et dans ce cas, on pourrait les aider vraiment et plus en termes de panier que d'aider des consommations. Chèque alimentaire, ça peut être 300, 400 euros plutôt que d'aider des gens qui, franchement, n'en ont pas besoin. Ouais, mais c'est pas une ont les moyens de situation faire à long ça. terme. Mais ça peut pas être sur du long terme. Ouais, effectivement, ça peut être quelque chose en attendant de trouver mieux. Mais la France qui va bien, les gens qui gagnent plus de 4 000 euros représentent une infime partie de la population française. La population française, pour ça que moi je suis pas d'accord avec votre discours à tous les deux. Vous dites les gens qui vont bien, mais les gens qui vont bien, quelqu'un qui gagne 5 000 euros, il y a peut-être 1% de la population qui gagne plus de 5 000 euros. Aujourd'hui, qui est-ce qui galère? C'est même la classe moyenne supérieure, elle galère. Sérieusement. Bien Donc sûr. le grand discours, il faut aider tout, personne. Non, on ne dit pas qu'il faut aider personne. On ne dit pas qu'il faut aider personne. On ne dit pas qu'il faut aider personne. On dit qu'il faut aider ceux qui sont vraiment dans le besoin. Madi, tu fais comme si. Non. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont de la classe moyenne supérieure qui sont désormais maintenant dans le besoin. Et Absolument. dire tout le monde va en profiter. Il y a effectivement des nouveaux pauvres. Il y a des nouveaux pauvres, des gens qui galèrent. Néanmoins, quand on est français moyen ou classe supérieure moyenne, moi, j'ai des amis, on n'est franchement pas dans le cas du smicard qui a 4-5 enfants, on n'est franchement pas dans le cas du mec qui est au RSA. Mais non, mais oui. Mais c'est pas vrai. Quand t'as un couple de professeurs avec le prix pour faire bouffer 2 ou 3 enfants, quand t'es professeur, il y a 4 000 euros qui rentrent dans un ménage, je pense que t'as 3 enfants, et tu galères. Françoise et Madi, je pense que ça dépend aussi de la situation géographique. De là où on est, effectivement, si on paye le loyer, absolument. Merci. Merci en tout cas Sylvain Bersinger d'avoir été avec nous, économiste chez Asterès, avec ses 2 livres. Apprenons l'économie avec Michel Audiard, c'est très drôle, et les entrepreneuses de légende. Parce qu'il s'appelle Torix, parce que Bersinger. Bersinger Torix, personne ne rit. On me l'a déjà fait. C'est ça le problème. Vous restez avec nous. Je la connaissais pas. Restez avec nous dans un instant, le quiz de l'actu avec une nouveauté. À tout de suite.